Valérie Charol pour cette belle archéologie politique de la Covid-19. Merci aussi pour avoir insisté sur ce qui me semble être, on pourra en reparler, mais cette tension entre, je veux dire, des chiffres qui attirent toute notre attention, qui témoignent du caractère, je vais oser le terme, artificiel de la pandémie. Vous avez bien montré aussi comment ce caractère est tellement artificiel qu'il en devient national, hein, puisque on avait une comparaison avec trois pays qui avaient des pratiques, des rapports à la loi, à l'écoute citoyenne qui étaient bien différents, et en même temps quelque chose qui montre qu'il faut vivre avec ce caractère artificiel, notamment quand on veut modéliser ou comprendre tout simplement la pandémie. Donc je trouve que ce qui se passe entre l'univers, j'ai envie de dire, de la philosophie des sciences sociales d'une part, et deuxièmement celui de la modélisation, de la quantification avec des chiffres dont on sait qu'ils sont fragiles, comme M. Kochmez l'a montré tout à l'heure, etc., est particulièrement bien construit. Et je vous remercie aussi pour cette invitation au dialogue entre les disciplines, invitation au dialogue qui renvoie, qui fait aussi écho à des analyses de Mathias Girel sur l'état précis de nos connaissances et notre méconnaissance des phénomènes et la construction de la méconnaissance. J'aurai peut-être des questions tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais laisser s'exprimer. Je crois que j'ai vu Pablo Jensen qui avait une question à poser. Je ne sais pas s'il a son micro ouvert ou... Je peux l'ouvrir, mais c'est bon. je suis désolé, c'est une petite question. Merci Valérie. Là, j'ai dû, désolé, m'absenter là 5 minutes et en fait, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais c'était un éclaircissement peut-être pour, j'espère que ce sera utile pour d'autres aussi. Je voulais comprendre on va dire le lien entre les deux parties, c'est-à-dire ta partie sur les nombres et la critique des nombres, voilà, avec les arguments statistiques, etc. Et puis la deuxième partie, la comparaison entre les pays. En fait, est-ce que tu veux dire que les différents pays ont aussi des usages différents des chiffres? J'ai pas vu ça, ou est-ce que voilà, j'ai pas compris le lien entre les deux parties en fait. Je suis désolé. Non, mais c'est parce que je suis effectivement allée assez vite sur le lien entre les deux parties. En gros, ce qu'on voit, c'est que les lois qui sont adoptées, elles le sont le 23 mars en France, 25 mars en Royaume-Uni, 25 mars en Allemagne. Et pourquoi? Et c'est vraiment, c'est massif. C'est 2 jours d'écart. Ça, c'est au moment où les chiffres bondissent. Donc, les lois, elles sont adoptées au début face à des chiffres qui bondissent de façon très concomitante. Après, les décisions politiques de transfert de pouvoir ne sont pas les mêmes. En France, on délègue, je dirais de façon, c'est toujours enregistré, donc je vais mesurer mes mots, mais on délègue tout le pouvoir, mais pour 2 mois, donc on y revient tous les 2 mois, alors qu'en Allemagne, on délègue de façon très concertée, et donc on n'a pas besoin d'y revenir trop régulièrement, et qu'au Royaume-Uni, on n'a pas besoin d'y revenir non, parce qu'on délègue pour 2 ans par la loi, mais qu'on a des rendez-vous tous les 2 mois. Mais donc, le lien, c'est qu'on a donc des lois qui ouvrent des possibilités à la même date, selon des modalités qui sont différentes parce qu'on a des traditions démocratiques différentes. Le pouvoir exécutif est traditionnellement le pouvoir fort dans la Ve République en France. Le pouvoir législatif est très puissant en Allemagne. En plus, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont des États fédéraux ou à nation. Et donc, on se donne au même moment, face à la même chose, des outils, des boîtes à outils, qui vont être adaptés en fonction des chiffres, en fait. L'usage va être adapté en fonction des chiffres, mais de façon... Alors, en termes de statistiques, je pense quand même que du côté allemand et du côté anglais, il y avait plus de préparation.
l'Allemagne, il y avait le Koch Institute. Et en Angleterre, il y a tout de suite le National Survey qui se met en place. En France, on met quand même un peu du temps à créer le conseil scientifique. Ce n'était pas une habitude. Enfin, en tout cas, il n'était pas préexistant. Et puis, il n'y a pas le Chief Medical Officer qu'il y a au Royaume-Uni. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Pablo. Ce que je voulais essayer de dire, c'est que voilà, les boîtes à outils, elles se mettent tout en place face à un moment où les chiffres s'emballent. Ok, d'accord. Merci. Merci. Une question, j'ai vu de Juliette Rouchier. Juliette, vous prenez le micro, la parole, ou il faut vous le donner? Vous l'avez. Bon, j'ai pris. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions un peu liées autour de cette question de démocratie qui m'intéresse un petit peu également. J'ai été surprise que vous n'étudiez pas la Suède, qui m'avait marqué au début, parce qu'en fait, l'ambassadrice de Suède était passée à la radio et avait dit, en fait, nous, on n'a pas le droit de faire comme vous. En fait, ils avaient une loi antérieure 2 ans avant qui leur interdisait finalement de se mettre dans des états d'exception. Et que finalement, c'était eux-mêmes interdits d'avoir ce type de boîte à outils. Et je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, juste... J'ai pas étudié encore le sujet, mais je vais revenir moi sur la Suède, je pense. Et deuxième chose, vous avez dit qu'il y avait des amendes en Allemagne et en Angleterre, et j'aurais été curieuse de savoir s'il y avait eu des statistiques sur l'établissement et le montant des amendes. Parce que moi, c'est un des trucs qui m'a beaucoup touchée en France, parce que je sais que c'est vraiment des gens pauvres qui se sont pris des amendes de 135 € en partie, et que donc ça me semblait quelque chose de très violent dans notre pays. Et donc, je me suis beaucoup posé la question de savoir si ça, c'était partout aussi violent finalement, et touchant des populations pour qui 135 € pouvait avoir un sens quasi catastrophique, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut quand même aller très très loin pour certaines personnes. Sur l'adhérence du chiffre, moi j'ai été quand même épatée de combien les chiffres finalement sont effectivement plus importants que les mots. C'est-à-dire qu'on a plus, comme si on avait plus confiance et qu'il était plus indiscutable, et que c'est indiscutable finalement. Donc effectivement, on sort du dialogue démocratique à partir du moment où on assène des chiffres. Enfin, je vais plus loin que vous parce que je me permets, je ne suis pas anthropologue, donc je peux aller un petit peu plus loin. Et vous êtes anthropologue, j'aurais voulu tester l'hypothèse de bouc émissaire sur les enfants. Je trouve qu'on a utilisé les enfants comme bouc émissaire dans cette période, en particulier en les accusant de pas mal de mots. Et je voulais savoir si c'était pertinent ou pas comme notion, dans la mesure où ça pareil, ça a été une immense violence à mon sens qui a été faite. Et toujours dans cette discussion de la pression anxiogène et de l'utilisation à des mots et des chiffres de façon un peu partielle, pas toujours bien définie, et donc en créant de la confusion. Je ne sais pas si c'est créer de la confusion ou si c'est finalement qu'on n'arrive pas mieux à s'en sortir en tant que collectif d'humains, hein, mais en tout cas, on voit que ça fabrique ça. Et par rapport à l'incertitude, je suis hyper impressionnée parce que comme je suis chercheuse, je pense que je n'ai pas de problème par rapport à l'incertitude particulier. Et je note le rôle du vaccin comme suppresseur d'incertitude dans la population. Et qu'en fait, si on dit, oui, mais le vaccin a aussi une incertitude, puisque face aux variants, on ne sait pas. Ça, alors, c'est la première fois que je me fais engueuler par mes meilleurs amis pour me faire taire. C'est-à-dire que je perçois le moment de cette incertitude qui a duré trop longtemps, où finalement, on arrive à un moment où on ne peut plus reproposer de l'incertitude à des gens parce que il déborde et que finalement, c'est comme si on était dans une période de trop-plein et qu'il va falloir attendre que le monde se restabilise pour pouvoir remettre peut-être soit du dialogue démocratique, enfin justement remettre de l'incertitude dans la société, quoi. Et non, ça suffit là. Ça fait beaucoup. Je suis désolée, mais c'était un peu tout ensemble, quoi. Merci Juliette. Pour répondre rapidement, la Suède, j'ai choisi trois pays un peu de taille comparable à la France. La Suède, c'est un cas très particulier. En plus, il y a eu un revirement, vous savez, à un moment, donc au début, du point de vue au début, il y avait très peu de mesures. Après, ça a été, donc il fallait choisir un peu un cadre pour pouvoir le regarder un peu en détail. Sur les amendes, je suis sûre que dans les surveys anglais et que en Allemagne, on doit pouvoir trouver on a les statistiques, je ne les connais pas par cœur. Si vous cliquez sur les surveys, je pense que vous les trouverez. Ce que je pense, c'est que comme, de façon relativement certaine,
c'est que comme il n'y avait pas l'amende de base qui consistait à ne pas avoir de papier, vous voulez, il y a eu moins d'amendes en chiffres, puisque l'amende de base en France, c'était ne pas avoir son autorisation de sortie. Il n'y avait pas de papier d'autorisation de sortie. En revanche, il me semble qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, les sanctions pour non-respect de l'isolement quand on était personne infectée sont fortes. Pour répondre, oui, la confiance dans les chiffres, oui, notre monde, la scientificité se lit dans l'édiction d'un chiffre. Alors c'est bon, c'est effectivement quelque chose qui pose question dès lors qu'il faut que ces chiffres aient une grande solidité pour pouvoir, si on veut se reposer dessus, il faut savoir qu'il y a toujours des conventions derrière l'édiction d'un chiffre, et ce qui n'est pas en soi condamnable. Sur le vaccin, je pense que la chose qui peut poser question, c'est c'est un vaccin sur lequel, moi je ne suis pas épidémiologiste, mais on n'a pas de recul. C'est la chose qui peut éventuellement poser question. Sur le reste, quand même une énorme... il y a 1 an et demi, quand on écoutait les avis des scientifiques, les paris pour disposer d'un vaccin en janvier, même avant janvier, en décembre de 2020, étaient quand même très très limités. Donc on est allé beaucoup plus rapidement que ce que le passé nous laissait penser. Sur la question des enfants comme bouc émissaire, je vous laisse... ça ouvrirait trop de sujets. Ce qui est clair, c'est qu'on est une société, pas uniquement la France, mais dans laquelle ça rejoint des réflexions, de philosophie plus générale, mais la question de la mort est très difficile et apparaît difficilement dans l'espace public. C'est quelque chose d'assez caché. Et donc l'issue de la vieillesse. Et on a donc, c'est peut-être une des explications qui a fait qu'on a choisi de confiner tout le monde plus que de confiner ceux qui étaient les plus à risque. Je dis les choses de la façon la plus posée possible, parce qu'il y avait d'autres options qui auraient consisté à confiner les personnes vraiment à risque de décéder. Mais je pense, effectivement, si je me permets, oui, je vérifie que j'ai le micro. On est... alors, d'une part, il y a un phénomène qui est très, très bizarre, et vous l'avez bien expliqué, c'est le fait que chaque pays agit avec, on va dire, sa culture nationale, et puis sa boîte à outils législative, bien sûr, et qu'au final, c'est ça qui est aussi paradoxal, c'est-à-dire les résultats sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que l'Allemagne a très peu de cas au début, alors que ça flambe en France et en Espagne, en Italie, et puis au final, on a l'impression que le système allemand s'est un peu autorégulé et c'est là que la pandémie explose, quoi. Et puis il y a l'autre question qui me semble, mais qu'on ne peut absolument pas aborder, et ce n'est pas par pudeur, c'est ce rapport à la mort qui est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'il semblerait que, on en avait parlé lors du précédent colloque, Valérie, il y a une sorte d'universalisation du rapport à la mort. C'est-à-dire que ce soit en Chine, en Australie, au Brésil ou en France, il y a une sorte d'interdit ou de peur panique par rapport à l'arrivée imprévue, inopinée d'un mort supplémentaire. Et ça, j'avoue que ça mérite une longue réflexion pour un long avenir, quoi. Mais oui, parce que dans quelle mesure cette peur de la mort nous conduit à renoncer à une société ouverte? Oui. C'est ça qui est, enfin, oui, c'est le point central de discussion. Alors, il y a des équilibres à trouver. Voilà. Patrice?
Ouais, moi, je veux bien revenir un instant sur cette notion de production de chiffres et puis d'invasion de chiffres qui supplante les mots. En fait, disons, j'ai l'impression que dans toutes les sciences, dans toutes les cultures scientifiques, en tout cas, si je prends l'exemple des physiciens que je connais bien, 4 n'est pas forcément plus petit que 5 et tout le monde est complètement habitué à cette chose-là. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un pays qui fait 4 et un pays qui fait 5 que celui qui a fait 5 fait mieux, etc. Enfin, et ce qui m'a perturbé, moi, en tout cas, dans cette pandémie, c'est à quel point il y a eu un besoin de la parole scientifique, combien elle a été appelée sur tous les plateaux, etc. Et à quel point il y a eu une incompréhension de cette parole scientifique. Et donc, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le mécanisme qui a motivé ce déferlement de chiffres qui était effectivement insupportable et complètement contre-productif. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire sur ce déferlement de chiffres. Qu'est-ce qu'il produit en fait? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Moi, comme mon terrain de jeu premier en philosophie, c'est la philosophie de l'économie. Et la base, c'est qu'en économie, on produit des chiffres tout le temps sur le PIB et que les décideurs politiques sont habitués à voir tous les mois les chiffres du PIB, le potentiel de croissance. Enfin, c'est juste, de mon point de vue, pour vous répondre de façon un peu simple, il me semble qu'on a appliqué la grille de lecture qu'on a pour l'économie à la pandémie, si vous voulez. Qui est on dans ce cas-là, en fait? C'est ça, qui doit manier les chiffres avec plus de précaution? En fait, c'est là tout le monde. Oui. Mais alors, vous voyez, l'INSEE s'est mis à produire, parce que l'INSEE produit donc des chiffres sur le PIB alors attendez, pendant la crise, là, pendant tous les mois, mais normalement c'est tous les 3 mois. Sur la mortalité, on est passé de 1 fois par an à tous les mois. Donc, il y a eu, si vous voulez, les institutions publiques se sont mises à produire des chiffres beaucoup plus vite. Alors, c'est un besoin de transparence qu'on peut comprendre s'il s'accompagne d'un effort de mise en perspective. Et moi, j'ai réagi quand j'ai vu la publication de l'INSEE, parce que le titre et le contenu de juillet 2020, le titre et le contenu n'étaient pas... Le titre et le résumé, avec le résumé plus le contenu, ce n'était pas le même message. Donc, c'est avoir les précautions, qu'il y ait plus de chiffres, je crois qu'il va falloir faire avec. Et c'est issu je pense vraiment du prisme économique. Alors moi, je préférerais qu'il y en ait moins, mais c'est une tendance. Mais par exemple, on a eu la chance d'écouter Alain Fischer dans un premier exposé. Oui. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que, par exemple, sur le vaccin, il y a eu tout ce discours autour d'un vaccin qui avait été fabriqué vite fait et donc qui n'était vraiment pas sûr, etc. Mais la réalité, ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que ça fait 20 ans que les laboratoires travaillaient sur le vaccin ARN messager et que donc ils étaient relativement prêts et que le travail qui a été fait si vite, c'est parce qu'il avait tenté d'être fait sur HIV et que malheureusement, ça n'avait pas fonctionné, mais que la mécanique était là et qu'elle a été répliquée sur le corona et que ce virus-là est un peu plus sympa et donc ça a marché très vite et très facilement, enfin plus facilement en tout cas. Voilà. Et donc il y a tout un tas de choses qui pourraient être construites dans le discours qui est produit par les médias, parce que je pense que ce discours, il a existé, mais il n'est pas audible. Et ce qui est assez difficile pour moi de comprendre, c'est pourquoi seules les mauvaises informations sont audibles et pas toujours les bonnes. Et des exemples comme celui du vaccin, c'est celui que je préfère, mais des exemples comme ça, je peux en produire plusieurs en fait, dans lesquels l'information qui était déversée tous les jours était pas l'information pertinente. Voilà. Oui, je sais, je suis tout à fait... Enfin, moi, je partage totalement ce diagnostic. Alors, il y a un problème, je dirais aussi, mais on ne peut pas sans doute poursuivre trop la conversation, si vous voulez, de sélection adverse ce qu'on appelle en économie, des scientifiques qui vont sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous prenez le temps d'aller sur un plateau de télévision ou pas, voyez ? Et
Et puis, il y a cette idée qu'un chiffre va mieux rendre compte qu'un concept ou qu'une histoire. Par exemple, sur le vaccin, l'histoire du vaccin, ça a manqué. Ce que vous dites, c'est ce que je disais à un moment dans une tribune, on aurait pu vous égrener toute l'année dernière, au lieu des chiffres, les progrès scientifiques. Puisqu'il y en avait tous les jours. Ou inviter les gens à expliquer justement en quoi certains modèles disent certaines choses, mais pas d'autres. Enfin, un petit peu ce qui a été indiqué par Simon Kochmez avant, même auprès des politiques, le fait de devoir simplifier un petit peu trop les conclusions. Mais disons, moi, mon analyse, c'est quand même que il y a un manque de culture scientifique dans les médias qui est en partie responsable aussi de cet emballement, de cette avalanche de chiffres. Il fallait tous les jours, alors tous les matins, il y avait est-ce qu'on a découvert un nouveau variant, ce qui est un non-sens scientifique. Voilà. Donc, Mais je propose éventuellement, sauf si vous voulez qu'on reste encore beaucoup, mais on peut peut-être clore le débat. J'ai quand même une question de conclusion à poser à Valérie, en émettant quand même, sous forme parenthèse, si je puis me permettre, aussi par rapport à ce rapport aux médias qu'on a, etc. Je crois qu'on bascule dans des sociétés de l'oralité, de l'illettrisme, et du coup, le rapport aux chiffres, même le rapport au monde, à la construction des mondes, à Austin, à l'artificialité du monde est beaucoup moins bien compris qu'il y a peut-être 20-30 ans. Mais la question que je voudrais poser à Valérie, en ayant l'hypothèse que je pense que les personnes qui ont posé des questions auparavant sont très tentées par l'idée d'un vrai travail scientifique avec vous dans les prochains mois, c'est comment, en conclusion, pensez-vous l'amélioration ou l'accroissement des relations entre l'épistémologie et la science politique, qui sont quand même un peu aux antipodes l'un de l'autre, dans au moins ce qu'on connaît dans les cours de philosophie générale à l'université? C'est quand même un sujet essentiel, quoi, et c'est passionnant. Je pense que alors là, il faudrait au moins 1 heure pour répondre. Donc, non, mais il y a une question de formation des uns et des autres, et des scientifiques aussi sur la loi, et des gens des décideurs sur la science. Il y a une question de formation des journalistes qui est patente. Déjà, moi, c'est la question de la formation. Et puis, accepter de se parler entre disciplines, même entre disciplines scientifiques, un philosophe, oh là là, ça va pas forcément être sérieux. Enfin, il y a aussi il y a différents modèles. Enfin, en école, il y a aussi les dialogues interdisciplinaires. Donc, je dirais que c'est une question de dialogue et de formation. Et sinon, il faut des heures pour répondre si on veut répondre mieux. Alors, on pourrait dire que ça fait 10-15 ans que l'ICSI développe ce type de dialogue, donc on va l'amplifier plus encore. Eric, il y a une dernière question dans l'Assemblée, on va la prendre parce qu'on ne pas monopoliser la parole. Cécile, nous donnons la parole, en tout cas j'essaye. Voilà. Là, normalement, vous devriez pouvoir prendre la parole. Cécile? Je proposais une réponse par écrit, mais Cécile, vous entendez? Normalement, voilà. Cécile, normalement, vous n'avez plus qu'à activer votre micro. Je nous ai quittés. Bon, on va conclure là. Eric, je te laisse conclure. Ben, c'était ma question de conclusion. Donc, effectivement, en disant que ce lien entre épistémologie qui renvoie aussi à des questionnements sur ce que c'est que la connaissance et aussi à une certaine histoire des sciences dites exactes,
moi, je promeus le dialogue, le débat avec un univers de sciences politiques qui est plus traditionnellement fait, on va dire, marxisme, de chair, de sang, de douleur, de grande masse, etc. Et je pense qu'il y a effectivement deux mondes, deux types de savoirs qui ont beaucoup intérêt à échanger, à co-construire ensemble, et que au moins, malgré ces morts et les privations qu'on a subies, la Covid-19 nous stimule pour amplifier ce type d'échange. Valérie, peut-être Non, juste merci beaucoup pour l'invitation et pour aussi l'initiative du séminaire. J'ai regardé les précédentes séances et c'est vraiment intéressant. Merci. Merci, et merci aux deux orateurs au nom de l'ICSI et puis de tout l'auditoire pour ces deux présentations et discussions qui ont suivi, qui ont été très intéressantes. Alors, je ne vais pas reprendre l'écran, mais je vais simplement dire qu'on va mettre le séminaire en pause pour l'été, pour nous donner le temps de revenir avec des nouvelles idées, des nouvelles propositions, probablement dès l'automne. Merci beaucoup encore aux deux orateurs, à toutes les personnes qui sont intervenues pour ces discussions très intéressantes. Je pense qu'effectivement, on a touché beaucoup de choses qui étaient au cœur de ce qui nous intéressait de mettre en route dans ce séminaire. Merci beaucoup. Et puis donc, bon été à tout le monde et à très bientôt. au revoir.